Zéphyr ce soir, au Zéphyr de Cayenne, c'est déjà complet. Anne Roumanoff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Un plaisir de vous recevoir. Comment ça se passe pour vous en Guyane ? Je suis un peu fatiguée. Ça fait combien d'heures de décalage? Mais ça fait 6 heures, non? À 5 heures, on est à 5 heures ici. 5 heures en ce moment. 6 heures, c'est quand vous prenez l'argent pour... Je comprends plus rien. Parce qu'en fait, ils m'ont fait atterrir à Pointe-à-Pitre. Hier, je suis partie à 5 heures du matin de l'hôtel à Pointe-à-Pitre. Moi, j'ai peur de l'avion. Après, j'ai fait Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne. Je suis arrivée à 13 heures. Ce matin, j'étais réveillée à 4 heures du matin. J'ai pris le petit-déj à 5 heures. Voilà. Vous auriez pu faire la matinale avec nous ce matin, dès 5 heures. Et là, du coup, je suis un peu... C'est surtout, je m'inquiète pour ce soir, parce que ce soir, il va être... Quelle heure ? Il va être 3 heures du matin quand je vais être sur scène. À peu près, ça commence à 20h, mais ça commence à 20h. Ça commence à 20h. Non, mais après, je pense que je vais prendre du café, du thé, de la vitamine C. Et dès que je suis sur scène, ça va aller. Ça devient la magie. Ouais, il y a de l'électricité qui se branche en moi-même. Mais là, je suis un peu... Après, il faut que je dorme cet après-midi, je pense. Ouais. Une belle sieste. Ouais. Vous verrez, avec la petite nuit, ça va le faire. Ouais. Anne Roumanoff, 3 décennies d'humour, 3 décennies 35 ans même. 35 ans durant lesquels les Français et le monde entier également le monde entier, faut pas exagérer. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que j'ai été surpris en préparant cette interview de voir que notamment vous aviez été cité dans l'une des émissions d'humour la plus populaire des États-Unis, le Saturday Night Live, une fois par un artiste américain qui avait dit je vais me mettre à faire de l'humour comme cette humoriste française Anne Roumanoff. Mais non. J'ai trouvé ça. Okay, j'ai trouvé ça. Vous êtes plus au courant que moi parce que moi je regarde. Ah bon? Ouais, et vous faites partie de ces personnes qui ont quand même marqué une génération à travers vos punchlines, parce que vous avez une manière de faire de l'humour qui est très directe, avec une subtilité dans les mots également. Vous arrivez à faire passer, comme on dit, crème, des choses qui sont parfois très compliquées. Comment on arrive à faire ça? C'est avec le temps. Après, oui, je pense que c'est bien. Je vous remercie de voir tout ça, parce que parfois les gens ne perçoivent pas la finesse de mon humour et ça me vexe. Mais bon, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a de l'écriture, il y a du travail quand même. Non, mais il y a beaucoup de travail d'écriture et en effet beaucoup de finesse dans la manière d'aborder les choses. Je me prends vraiment la tête de comment je vais traiter tel sujet, j'essaye, je suis quelqu'un qui teste énormément. Par exemple, là, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. J'ai passé 5 jours dans une petite salle à Aix-en-Provence où j'ai joué devant 70 personnes pour tester des nouveaux trucs. Et donc je suis quelqu'un qui travaille énormément l'écriture. Et souvent, comme j'ai fait des personnages un peu populaires, qui paraissent comme ça et tout, les gens pensaient que j'avais un humour de beauf ou que c'était pas sophistiqué, alors qu'en fait, non, c'est très sophistiqué. Mais après, je pense qu'il faut aussi beaucoup de finesse, il faut beaucoup d'intelligence pour faire croire qu'on n'est pas intelligent. Et disons que souvent mes personnages, en fait, même dès le début, je pense quand j'ai démarré en 87, je sais pas si vous étiez nés l'un et l'autre, mais j'avais un an. Oui. J'étais quand même né, mais j'étais là déjà. C'est vrai. J'étais là depuis quelques années, quand même, Et donc un de mes tout premiers personnages que j'ai fait à la télé, c'était une fille du Midi qui s'appelait Bernadette et qui était très naïve. Et je pense qu'il y a toujours dans mes personnages une forme de fausse naïveté qui peut faire croire que je suis vraiment comme ça. Donc là, mon premier personnage, par exemple, il parlait comme ça, et les gens pensaient que j'étais une fille bête du Midi, alors que c'était pas moi, c'était le personnage, quoi. Ce personnage de Bernadette dont vous parlez, excuse-moi Ayo, personnage dont vous parlez, avec le recul, a fait énormément de bien à ces provinciaux qui arrivaient à la capitale et qui étaient vus comme ça en disant mais nous ne sommes pas du tout bêtes, parce que il y a le regard parisien sur ce qui se fait. Après, c'est vrai que prendre l'accent du Midi, c'est un personnage qui me suit depuis. Là, par exemple, dans mon tout nouveau spectacle, pas celui que je présente là, mais celui que je suis en train de me préparer pour la rentrée. Je voulais faire un sketch sur le développement personnel et j'ai fait une femme qui parlait un peu comme ça. Et quand c'est un sketch que je veux faire depuis un petit moment et je l'avais testé parce que je teste beaucoup. Et en fait, avec cette voix comme ça, c'était pas très drôle. Enfin, ça riait un peu, mais tranquille. Enfin, pas plus. Et là, j'ai eu l'idée, quand j'ai fait mon test là, à Aix-en-Provence, de prendre un accosang comme ça et que je travaille. Carrément, c'était les mêmes vannes en fait. Tout d'un coup, c'était une phrase à rire et tout. Oui, justement, par rapport au test dont vous parliez, souvent certains humoristes disent quand je fais un sketch plutôt, et que ça me fait rire moi-même, c'est déjà un bon déclic. Est-ce que vous êtes aussi dans cet état d'esprit? Alors, se faire rire soi-même, on peut, par exemple, quand j'écris ou avec mon metteur en scène, quand on essaye des choses, on peut se dire tiens, ça peut me faire sourire, mais se faire rire soi-même,
j'ai pas l'impression de me faire rire. Et puis quand je suis sur scène, je ris pas de moi-même. Il y a des artistes qui se font rire. Mais moi, je connais les vannes, donc moi, je ris pas, en fait. C'est au public de rire. Vous attendez de voir s'ils adhèrent ou pas du tout, finalement. Après, il y a des choses qui m'amusent, mais après, mon goût n'est pas forcément celui du public. C'est arrivé parfois que il y a des trucs que je trouvais vraiment drôles et que les gens, pas du tout. Et le contraire, il y a des trucs que je trouvais bof et les gens étaient explosés de rire. Donc, en fait, c'est quand même le public qui décide, quoi. Je me cale aussi sur les rires du public. C'est justement en 1987, vous parliez tout à l'heure de cette première scène-là, que vous avez décidé de porter la couleur rouge parce qu'elle vous portait chance. Vous voulez bien nous raconter cette partie, cette première scène, cette première télé? C'était vraiment un peu par hasard. Mes premiers cabarets, j'étais en rouge. Je me rappelle, j'avais un pull rouge. Oui. Et surtout, ma première audition qui m'a fait connaître, donc je suis passée dans l'émission La Classe, c'était en 87. J'avais fait très peu de scènes. Et je me rappelle que j'avais acheté chez Koukaï une tenue rouge avec des manches rayées rouges et blanches. Et après, j'ai quand même eu un fétichisme. Je voulais pas quitter ce costume. En plus, il était un peu en laine, en coton laine légère. Donc, après, j'ai joué au Blanc Manteau pendant 7 mois. Mon premier spectacle, c'était limite une cave. Donc, le costume sentait l'humidité. C'était un peu dégueulasse. Mais après, je l'ai acheté en double, évidemment. Mais voilà, j'ai une espèce de fétichisme avec le rouge. Et puis et une fois, j'avais un régisseur, c'est pas dans les années 90, qui avait oublié mon costume au pressing. Et j'ai joué en noir. Et j'avais l'impression que je me sentais pas bien sur scène en noir. Donc voilà. Donc là, j'ai abandonné le rouge. Et vous avez jamais de jouer dans une autre couleur? Jamais. Non. Ça fait 3-4 ans que je me mets plus en rouge sur scène parce que ça me saoule. Là, j'ai un costume multicolore. Et par exemple, là, quand j'ai fait mes 35 ans de carrière à l'Olympia au mois de décembre, à un moment, j'étais en noir et blanc avec un smoking et je me sentais très bien. Donc maintenant, je m'en fous complètement. Et je crois que le public s'en fout aussi de quelle couleur on est habillé, en fait. On est quand même très habitué à voir Anne Romanoff en rouge. Je vous ai vraiment vu dans une autre couleur. C'est l'image que nous avons de vous. L'imaginaire, c'est Anne Romanoff toujours en rouge. C'est un peu également votre état d'esprit, Anne Romanoff, un peu vous en foutre. C'est-à-dire que avec ce recul que vous avez sur votre carrière, sur votre vie, également sur le milieu du spectacle, vous avez une intelligence de relationnel qui vous permet d'éviter. Disons que c'est venu avec le temps, mais le but dans la vie, c'est de progresser humainement. C'est pas de tout le temps être pris par ses névroses et ses émotions. Donc c'est vrai que je fais un travail sur moi, que je continue et j'essaye de. Oui, je pense être moins affectée par les choses. Après, je reste quelqu'un d'hypersensible, donc l'hypersensibilité, elle s'en va pas. Mais disons que j'arrive mieux à gérer mes émotions qu'au démarrage. Et puis après, en effet, avec le temps, j'ai pas une confiance parce que, quand je suis sur scène, j'ai vraiment confiance parce qu'en fait, je peux avoir tous les doutes de la terre. Dès que je suis sur scène, en fait, j'ai les réponses parce que, en fait, j'arrive, les gens rient et l'échange se fait d'une manière presque magique, en fait. C'est-à-dire que des fois, je peux être au 8e sous-sol, je monte sur scène et tout va bien, en fait. Donc, c'est un peu mystérieux, ça. Mais... Vous avez un rituel avant de monter sur scène? Oui, je mange. Vous mangez quoi? Tout. Non, mais j'ai toujours en fait la crainte de ne pas avoir assez d'énergie. Ouais. Donc en fait, alors je mange du riz, du riz avec du parmesan, c'est assez carré. Mais après, c'est vrai que parfois j'ai des fringales de sucre. Donc mes régisseurs, ils ont ordre de retirer tout ce qui est sucré. Mais souvent, je sors de ma loge et je dis, il y a pas un peu de chocolat, voilà ça. Et puis je n'aime pas voir des gens avant d'entrer sur scène. Par exemple, je peux pas faire d'interview 1 heure avant le spectacle. J'ai vraiment besoin de conserver une énergie. Il y a quand même, c'est pas un acte religieux d'aller sur scène, mais je dirais peut-être un peu sacré quand même. On va, même après 35 ans de carrière, on va jamais sur scène les mains dans les poches. Après, je suis pas morte de trac, je vais pas vomir ni rien. Mais vous avez toujours le trac un peu, quand bien même vous êtes c'est à pas morte le trac, mais c'est la trac. conscience de. Je veux dire, après c'est très particulier comme métier, d'être seul sur scène pendant 1h30 et de dire aux gens je vais vous faire rire. C'est même un métier un peu taré quand on y pense. Non, j'ai l'habitude, c'est mon métier, mais non, mais c'est bizarre de dire aux gens j'arrive et je vais vous faire rigoler. Bah oui, c'est hyper bizarre. Faut avoir une confiance en fait que j'ai pas forcément d'ailleurs, mais en fait quand je suis sur scène, dès que je mets un pied sur scène, j'ai la chance que tous mes doutes disparaissent et il y a les rires, il y a l'échange et ça se fait presque d'une manière un peu magique en fait. Même s'il y a beaucoup de travail derrière. Vous êtes un visage très connu en France et je suppose que vous marchez aussi dans les rues de Paris, dans les rues de la France en règle générale. Vous avez une vie. Quand vous êtes dans la rue, est-ce que quelle est la réaction la plus bizarre que vous ayez eue de gens qui vous ont reconnus et qui finalement ont souhaité vous aborder? Franchement, j'ai de la chance. Je suis plutôt genre la bonne copine. Ouais. Moi, je vous aime bien. Après, c'est plus vexant. Ma mère vous adore. Après, il y a ma grand-mère vous adore. Donc, on se dit, oula, ça commence à... Voilà. Après, non, j'ai franchement eu de la chance. J'ai pas d'agressivité. J'ai une fois j'avais fait des vannes sur le PSG. Un mec m'a suivi. Madame, faut arrêter de dire ça. Je dis, ok, pardon.
Et une fois aussi, il y a très longtemps, j'étais dans le 18e. Alors, mes enfants étaient petits, donc ça remonte. Et j'étais avec un journaliste, je me rappelle, du Parisien, qui me faisait une interview, ça se passait bien. Et je vois qu'il y a un mec qui me reconnaît un peu, genre un espèce de biker, le mec, il faisait 2 mètres et tout. Je me dis, il s'approche de moi pour me parler. Je me dis, putain, c'est bizarre, c'est pas tout à fait mon public, mais bon, le mec avait genre 30 ans, je sais pas, habillé tout en cuir et tout, avec une barbe, je me rappelle. Il s'approche de moi, le journaliste, il dit, vous êtes Anne Romanoff? Je dis oui. Il me dit, vous avez vraiment un humour de merde. Oh mon Dieu. Non, mais après, ça arrive, hein, mais je dis, c'est pas de chance que ce soit devant un journaliste du Parisien. Bon, après, le mec, il a été gentil, il l'a pas écrit. Mais cela dit, voilà, à part le mec du PSG, machin, j'ai vraiment de la chance d'avoir plutôt un regard bienveillant pour les femmes. Je suis un peu une bonne copine, je suis un peu. J'ai beaucoup de sympathie, en fait, pour moi. Donc, c'est de la chance, ça, parce que c'est quelque chose on sait pas pourquoi, en fait. On a une époque où s'est développée la cancel culture qui fait beaucoup de mal aux humoristes, où on ne peut plus rigoler des choses comme il y a 10 ou 15 ans, où on pouvait rigoler de tout, où ça pouvait passer, où les gens savaient faire la distinction entre humour et opinion politique ou autre. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que vous avez cette difficulté lors de votre écriture? Franchement, non, parce que je trouve qu'on vit dans un pays libre, et puis, enfin, je veux dire, il y a des tas d'humoristes transgressifs, je sais pas, Stéphane Guillon, Gaspard Proust, qui font rire en allant sur ou Fabrice Eboué, par exemple, qui font ça brillamment, d'aller sur le point de, ça va choquer les gens. Qui sont également allumés sur les réseaux. Oui, mais il y a aussi avec eux beaucoup d'autodérision dans ce genre de cas. Oui, bien sûr, ou Jérémy Ferrari. Donc après, c'est chacun selon sa sensibilité. Après, oui, bien sûr, quand j'ai démarré, par exemple, il y a 35 ans, tout ce qui était sexuel pour les femmes, c'était, ou pour les hommes, c'était très, très touchy, on n'avait pas le droit de. Maintenant, on peut parler qu'on se fait enculer pendant ses règles, enfin, je veux dire, dans des trucs très trash, et ça choque personne, quoi. Donc, le curseur se déplace, et il continuera à se déplacer selon les époques. Donc, en fait, je trouve que pour un artiste, c'est juste une contrainte supplémentaire, mais je veux dire, on crée aussi avec les contraintes, je veux dire, ça rend créatif. Ça dépend des coins également. Ce que vous venez de dire, ça peut faire saigner des oreilles un peu par ici. Non, mais je ne dis pas ça sur scène. Non, mais je dis pas ça, c'est pour donner un exemple. Oui. Il y a certaines humoristes féminines qui vont. Enfin, généralement, on peut aller très loin dans toutes les blagues sexuelles. Personne ne se choque. À une époque, À une époque, on pouvait dire plein de choses en politique, c'était plus simple. Maintenant, c'est plus compliqué. Puis après, je pense qu'il y a quand même eu un moment où, sous prétexte d'humour, les gens insultaient. C'est-à-dire, on disait, ah non, je suis humoriste. Ouais, Antel, c'est un gros connard. C'est pas de l'humour. En fait, c'est une opinion, c'est une insulte. C'est pas de l'humour. À partir du moment où on a un micro devant soi, où on s'exprime librement sur scène, à la télé, à la radio, je trouve que ça induit aussi certaines responsabilités. Qu'est-ce qu'on dit, pourquoi on le dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là, qui on veut faire rire. Enfin, c'est pas juste on dit n'importe quoi qui passe par la tête, il y a 4 personnes qui rigolent et c'est de l'humour. Pour moi, c'est pas ça l'humour. L'humour, ça doit être plus construit. Ça doit fédérer d'une certaine manière. Non, après, c'est chacun. Enfin, parce que s'il y a 4 personnes qui rigolent, c'est pas réellement de l'humour. C'est-à-dire, finalement, ils rigolent parce qu'ils vous aiment bien, ils font partie de la famille. Mais si vous faites rire toute la France. Je sais pas mais on peut pas faire rire toute la France. Le public, il est segmenté. Enfin, je veux dire, personne ne fait rire toute la France. En plus, de plus en plus maintenant, chacun a son public. Enfin, je sais pas. Après, je pense que quand on a des gens dans une salle, c'est comme une espèce de masse informe et on se dit pas. Enfin voilà, c'est une réunion de gens de tous âges, de tous milieux sociaux, de tout sexe, des trans, des gays, des hommes, des femmes, des binaires, des non-binaires. Enfin, je veux dire, et tout ça fait que miraculeusement ces gens-là se réunissent et vont rire. Mais je veux dire, il faut pas non plus chercher à être fédérateur. Je pense, pour moi, le plus important dans l'humour, mais pour n'importe quel artiste, c'est la sincérité du propos. Qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Moi, j'essaye vraiment de livrer, et je pense que c'est peut-être pour ça que ça dure depuis 35 ans, on va dire de la nourriture fraîche au public. C'est-à-dire que c'est arrivé que, par exemple, j'ai des sketchs qui font rire, mais moi, tout d'un coup, ça m'amuse plus. C'est comme un vieux vêtement qu'on a trop mis ou un mec qu'on a trop utilisé. Tout d'un coup, on n'a plus envie, on n'a plus de fraîcheur, on n'a plus de plaisir. Et quand j'ai ça, en fait, le sketch, je l'enlève, même s'il continue à faire rire. Donc voilà. Ça arrive qu'on vous demande parfois ce sketch que vous retirez? C'est arrivé que, par exemple, quand j'avais arrêté le personnage de Bernadette, à un moment, parce que j'en pouvais plus, oui, mais non, mais j'avais plus envie, en fait. Donc j'essaye par exemple, là, je vous dis, je travaille sur mon nouveau spectacle, j'essaye de trouver des nouvelles formes, des nouveaux personnages, un nouveau propos, de dire à chaque fois, pas redire la même chose, et comme je pense quand même être assez ancrée dans l'époque, parce que j'ai des enfants, finalement, qui ont 20, 30 ans, donc je suis assez en contact avec les gens plus jeunes. Dans mon métier, enfin voilà, je fréquente pas mal de gens plus jeunes, même si j'ai aussi des amis de mon âge, c'est pas ça, mais je veux dire que
Du coup, je pense que le rôle de l'humoriste, c'est de tendre un miroir à la société. Donc, la société change et la manière de faire de l'humour change. Ce qu'on dit change. Après, c'est important, je pense, encore une fois, pour moi, l'essentiel, c'est la sincérité et l'originalité du propos. Parce que, par exemple, je trouve que dans l'humour, souvent, il y a un conformisme de l'anticonformisme. C'est-à-dire, je pense par exemple à l'époque de Sarkozy, tout le monde faisait les mêmes vannes. Sur Sarkozy. Ou contre Christine Boutin. Mais ils n'avaient rien finalement de courageux, parce que tout le monde faisait les mêmes vannes de la même manière sur les mêmes personnes. Et donc il y a une espèce de conformisme, de l'anticonformisme. Aux gens, je suis un rebelle, je fais une vanne sur Christine Boutin. Ben non, en fait, ça n'a rien d'original. Si tu fais une vanne sur quelqu'un de puissant... Ouais, sur l'abbé Pierre. Par exemple. Ouais, là, c'est... non, mais voilà, après, où ça va. Après, si des gens, ça les fait rire. Je sais pas, encore une fois, je pense qu'à partir de l'humoriste, il est libre, et c'est ça qui est bien. Et moi, je dis souvent, il y a autant de styles d'humour que, par exemple, il y a des restaurants. Vous avez un restaurant chinois, espagnol, japonais. Je trouve qu'à l'intérieur de la spécialité qu'on a choisie, l'important, c'est de faire de la bonne cuisine, de qualité, avec sincérité et fraîcheur. Après, le public, il décide. Il vient vous voir, il vient pas vous voir. Enfin, je veux dire, le monde est suffisamment vaste. Chaque humoriste a son public. Il y a la place pour tout le monde, en fait. Mettez votre casque, on a des appels les tout premiers ce matin, 8h40 à Radio Pays. Anne Romanoff est notre invitée dans le supplément Pays. Bonjour. Bonjour. Oui, bon. Allô? Oui, on est en direct. Oui, bonjour. Bonjour Kylian. Bonjour. Bonjour. Ayo. C'est Ayo. C'est Ayo. Voilà. Dans 10 ans, ça va rentrer. Non, pas du tout. C'est parce que je l'aime trop, c'est pour ça. Oh mon Dieu. C'est trop mignon. Oh, numéro d'équilibriste, quelle force. C'est ça. Je te pardonne. Je sais plus comment tu t'appelles, mais je t'aime beaucoup. Bien sûr. Je te pardonne. Et Madame Romanoff. Alors, deux petites questions. Une qui est sympa et une qui fâche. On va commencer par celle qui fâche, alors. Non, je vais commencer par la sympa. Ok. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, dans l'absolu, bien sûr. Tout est dans la manière de le faire. Oui, on peut rire de tout, heureusement, bien sûr. Ah, oui, mais... Alors, dites-moi à vous, parce que je vous ai pas entendu du tout sur l'affaire de Valls et Dieudonné, qu'il a censuré par rapport à... Parce que maintenant, on peut plus rien dire. Jusqu'à chez nous, c'est arrivé chez nous, il y a des musiques à présent qui ont été censurées sous prétexte que, comme ça touche à la liberté de la femme, comme on est dans certaines choses maintenant. Donc, de jour en jour, j'ai vu qu'on est en train de brider les humoristes. Ouais, enfin, je sais pas. Est-ce que l'antisémitisme c'est une liberté d'expression? Je sais pas. Est-ce que la misogynie assumée c'est une liberté d'expression? Je sais pas. Je trouve que c'est bien aussi. C'est bien aussi de mettre un peu des limites aussi. Moi, ça me dérange pas, franchement. Oui, non, mais c'est pas valable maintenant. Mais il faut dire qu'il y avait quelques années en arrière, ça y allait. Mais oui, donc, justement, parce qu'à ce moment-là, personne ne défendait, on en défendait très rarement les droits des femmes, le droit des personnes LGBTQIA, etc. Et du coup, on pouvait se lâcher. Donc, très clairement, aujourd'hui, on peut plus parce que c'est blessant, parce que c'est vexant et qu'on essaie de tous mieux vivre ensemble. Tout simplement. Donc c'est bien ce que je dis, on ne peut plus rire de tout. Si, on peut rire de tout. On peut rire de tout, mais pas n'importe comment. On peut rire de tout, mais pas au détriment de choses qui sont sacrées. Par exemple, aujourd'hui, nous, les afrodescendants, on regarde les sketchs de Michel Leb d'une manière totalement différente d'il y a une trentaine d'années. Oui. À dire que le sketch l'africain ne me fait plus vraiment rire comme ça me faisait rire quand j'étais tout petit. Et c'est fou, c'est qu'à l'époque, ça nous faisait rire. Ça nous faisait rire. Mais les langues se sont déliées d'une certaine manière. Non, mais parce que la sensibilité change. Et aussi des choses sur les femmes. Moi, par exemple, j'ai 2 filles, mais j'en ai une qui a 20 ans, et alors elle est à fond. J'en sais pas si elle est à fond contre cette culture, mais des choses sur les femmes, elle est hyper vigilante. Ouais. Même là, je lui disais un nouveau sketch, et à un moment, j'ai dit les influenceuses, elle me dit, pourquoi tu dis les influenceuses et pas les influenceurs? Je dis, ok. J'ai dit, ok. Elle me dit, là, t'as dit les influenceuses, donc là, tu dis les influenceurs. J'ai dit, ok, d'accord. Ah ouais. Donc, j'ai une espèce de caporal à la maison, mais je trouve ça bien en même temps que les nouvelles générations soient hyper intransigeantes, parce que je trouve que la société bouge avec l'intransigeance. Il y a des gens qui voient ça comme une, enfin, pour moi, c'est comme la mini-jupe, en fait. C'est-à-dire, ça monte, ça descend. Et le fait que le curseur soit mis en ce moment où que les gens soient hyper réactifs à tous ces sujets, je trouve ça bien parce que ça fait bouger les choses. Je vois en tant que femme, par exemple, tout ce que j'ai pu subir. Alors, j'ai pas été harcelée trop, mais quand même,
des vannes de cul dans le travail, des allusions sexuelles. Bah maintenant, il y a des choses où il fallait faire bonne figure, sourire et s'écraser, fermer sa gueule parce que c'était des gens puissants. Je vois très bien que maintenant, je laisserai plus passer ce genre de choses et je réagirai. Et je vois que les jeunes générations, ils sont hyper intransigeants par rapport à ça. Et je trouve ça super parce que en fait, les changements de société, ils se font aussi quand on est intransigeant, pas quand on est mou et qu'on laisse tout passer aussi. Vous avez joué au début de votre carrière Bernadette et que vous ne jouez plus tout à l'heure, vous nous le disiez parce que vous en avez eu marre. Mais c'est compliqué de mettre en avant sa propre histoire au-delà du fait de jouer un rôle. Quand vous avez sorti votre ouvrage autour de l'humour sur le divorce, Divorcée et joyeuse, de parler de votre propre vie, qu'est-ce que ça implique comment dire d'ailleurs, comme implication supplémentaire. Non, mais en fait, un investissement supplémentaire. Investissement, non, mais en fait, j'ai toujours pris dans ma vie ce qui pouvait concerner les autres. C'est-à-dire, j'ai fait un sketch sur les femmes enceintes quand j'étais enceinte, j'ai fait un sketch sur le mariage, sur l'usure du mariage quand j'étais mariée, sur les devoirs des enfants, je me suis toujours inspirée de ma vie. Mais après, et donc j'ai fait pareil pour le divorce, mais après je raconte pas ma vie sur scène. C'est-à-dire que j'ai un sketch dans le spectacle sur les femmes divorcées, mais c'est pas je raconte mon divorce. Je veux dire, j'ai pas cette impudeur-là et ça me gênerait. Mais je parle des femmes divorcées en général, donc je prends dans mon expérience des choses qui m'ont énervé, mais c'est pas que moi, c'est mes copines, c'est ce que j'ai pu vivre, observer, regarder, et je pars de mon histoire personnelle, mais pour en faire quelque chose, j'espère, de plus universel. Mais c'est jamais le but. Pour moi, ça m'intéresserait pas d'aller sur scène et de raconter ma vie, en fait. Je prends aussi la scène comme un moyen d'évasion, comme un moyen de devenir d'autres femmes, en fait, d'autres histoires, d'autres personnes, quoi. Vous êtes très pudique sur votre vie. On trouve les grandes lignes de votre vie sur les réseaux. Il y a une chose sur laquelle je me suis attardé et dont je souhaite parler avec vous ce matin, c'est votre spiritualité. Vous avez la nécessité, comme beaucoup d'artistes, de croire en quelque chose quand la situation, quand la vie devient un peu plus compliquée, quand les eaux deviennent beaucoup plus troubles. C'est important de croire en quelque chose, de se raccrocher à une spiritualité et de se dire, ok, ça c'est mon moment à moi, en dehors de tout ce que je fais, et j'y vais à fond. Alors oui, après la spiritualité c'est quelque chose de très personnel, oui. Et aussi moi c'est un peu complexe parce que j'ai plusieurs religions, donc je m'étale pas dessus parce que j'ai pas envie de me faire insulter. Et puis moi j'avais un père aussi qui a fait toute une recherche spirituelle, qui avait un maître spirituel en Inde. Alors quand on dit ça, les gens imaginent que c'était un baba des années 70 sous Bouddha, alors que c'est pas du tout ça. Dans les temples et tout. Non, mais il a fait des voyages en Inde, il méditait quand c'était pas du tout à la mode, il avait un gourou en Inde, il a écrit des livres sur ce gourou, donc j'ai baigné là-dedans quand j'étais petite, donc j'étais un peu comme une enfant de psy, quoi. On analysait tout, donc à un moment ça m'a un peu saoulée, ça. Et j'ai un peu eu du mal avec cette analyse, cette auto-analyse perpétuelle. Qu'est-ce que tu sens? Pourquoi tu le sens? Et en même temps, c'est quelque chose qui m'a structurée aussi, qui a fait ce que je suis. Après, je suis aussi d'une famille d'origine juive. Voilà, mais mes parents étaient pas pratiquants, donc j'étais pas une juive homologuée à l'école, j'étais pas invitée dans les fêtes juives. Non, mais c'est vrai, j'allais pas non plus au catéchisme. Donc j'ai souffert mon adolescence parce que les gens qui allaient au catéchisme, ils faisaient soi-disant des week-ends de malades. Ils disaient, ah, qu'est-ce qu'on s'est marré à l'aumônerie. Moi, j'y allais pas. Donc je me sentais le cul entre deux chaises et j'étais ni juive ni catholique. Juive parce que je supportais pas qu'on attaque les juifs, mais j'étais comme je sais pas, à côté de la plaque en fait, enfin, ni l'un ni l'autre. Et en fait, après, je me suis mariée avec un catholique, mais j'étais pas convertie. Je me suis mariée à l'église, tout en me sentant juive. Après, je me suis convertie au catholicisme en 2011, d'accord. Et là, j'accompagnais mon mari à l'église et je communiais. Après, j'ai divorcé, je pouvais plus supporter d'aller à l'église, ça me rappelait mon mari, enfin mon ex-mari. Après, je sais pas. Donc en fait, pour moi, c'est assez compliqué quand on me dit. Vous avez créé une spiritualité sur mesure qui vous correspond? Je fais mes trucs à moi, je prie Dieu, mais après, s'il est juif, catholique, je sais pas, je me sens les deux en fait. Ouais. Et puis, et c'est compliqué parce que les gens sont très intolérants. Moi, j'ai adoré le film de Gad Elmaleh là et je lui ai dit, mais vraiment, c'est magnifique ce film, c'est très sincère, ça m'a beaucoup plu. Mais j'en ai parlé. J'étais en vacances au Maroc à Noël et il y avait des juifs. J'ai dit, le film de Gad, il est formidable. Oui, je sais pas. J'ai entendu parler, je vois pas l'intérêt. Je dis, mais si, c'est intéressant. Oui, mais je vois pas. Donc, tu vois, tout d'un coup, lui, il se fait rejeter par. Et moi, je me souviens que j'avais donné, il y a très longtemps, un interview
j'avais un oncle qui avait un café-théâtre à Nice. Il me dit, voilà, il y a quelqu'un d'un journal juif qui veut t'interviewer. Je dis, ok. Et puis le mec, c'est la nuit, enfin, c'est le soir. Et je crois que c'est un petit journal local, quoi. Je sais pas, j'ai pensé que c'était un journal. Bon. Et je dis, voilà, je suis juive, mais mon père n'est pas circoncis, mon frère n'est pas circoncis. Je dis ça. Et en fait, mon père, Dieu merci, n'est pas circoncis parce que pendant la guerre, mon père était comme dans le film Au revoir les enfants de Louis Malle. Il était dans un pensionnat catholique caché et le fait qu'il soit pas circoncis, ça lui a sauvé la vie. Et il était premier en catéchisme. Donc voilà. Donc déjà cette histoire de catéchisme, elle était déjà présente chez mon père. Et je dis ça au mec dans un petit journal, je pense, dans un interview. Et ça fait un scandale. Et mon frère qui m'engueule, il me dit, quoi? Pourquoi t'as été dire que je suis pas circoncis? J'ai un copain qui m'a appelé pour m'engueuler et tout. Donc c'est hyper touchy, ce genre de sujet. On peut être obligé de le faire plus tard. Excusez-moi la question naïve. De quoi? De se faire circoncire. Ah, j'en sais rien, mais parce que du coup, vu sa réaction, on aurait cru qu'on allait l'obliger à le faire à cet âge. Je sais, mais je n'ai pas de zizi, donc je ne suis pas concernée. Non, mais c'est pour dire que c'est sensible comme sujet. On peut parler de tout. On peut parler de tout. On peut rire de tout. Mais dès qu'on parle de religion, ça devient un peu tendu. C'est pour ça que j'évite. Voilà. Oui. Voilà. Il y a des vous travaillez comment, Anne Romanoff? Parce que aujourd'hui, on sait que les grands humoristes dont vous faites partie, il faut que c'est le statut, qui ont des auteurs qui travaillent avec eux. Pléiade d'auteurs. Vous avez des auteurs qui travaillent avec vous ou bien c'est vous qui... Non, moi j'écris vraiment toute seule. Vraiment? Après, je travaille avec mon metteur en scène, Gilles Gallio, qui d'ailleurs, il m'a dit bon spectacle, parce que lui, il a passé son enfance en Guyane, mais il n'est jamais retourné. D'accord. Ouais. Et oui, quand on travaille sur des nouveaux sketchs, je lui donne des droits d'auteur quand il invente des trucs, donc il peut intervenir, mais parce que ça fait partie vraiment du processus de création, mais j'écris vraiment mes textes. Et ça m'énerve d'ailleurs, et je trouve en tant que femme, de pas être reconnue comme auteur. J'ai notamment écrit pendant 13 ans dans le Journal du Dimanche, une chronique toutes les semaines sur l'actualité sociale et politique. Et en fait, même au bout de 10 ans, il y avait encore des gens qui appelaient le rédacteur en chef en disant, Anne Romanoff, elle écrit toute seule. Bah oui, connard, elle écrit toute seule en fait. Non, mais ça me rend folle. C'est-à-dire que pour un mec, on ne pose pas la question. Pour un mec, on ne pose pas la question. Pour une femme, pourquoi une femme, elle pourrait pas écrire des trucs On a encore des choses à avancer dessus en France. Mais c'est oui, vraiment. Ouais. Et ça avance, mais ça bouge tellement lentement. Et dans le haute sphère, pour avoir des amis chefs d'entreprise, etc., je trouve qu'il y a toujours un plafond de verre pour les femmes. Et voilà, et toutes ces phrases que j'ai entendues aussi quand j'ai démarré. Oh, la petite Anne, ça va ma petite Anne? Mais non, je suis pas ta petite Anne en fait. Non, je suis pas ta petite Anne. Je suis Anne tout court. Non, mais ok, c'est sympa, c'est rigolo, mais à un moment, quand on a 40 ans, qu'on vous dit ça va ma petite Anne, ben pourquoi petite? D'accord, je fais qu'1m60, mais je veux dire, on dit pas ça à un mec. Est-ce que tu dirais ça va mon petit Non, on dit pas ça. Et je me rappelle d'un journaliste très connu et avec qui je travaille à la radio le matin et tout. Et un jour, on se retrouve en vacances ensemble. Je lui dis oh là là, j'ai pas fini le JDD. Parce que je bosse en fait cette chronique que j'ai fait pendant 13 ans, c'était 6 heures d'écriture, de récit. 6 heures d'écriture, ouais. Oui, enfin on laisse, on repose, on fait, mais quand même c'était bien écrit, hein. D'ailleurs tout le monde, qu'est-ce que c'est bien écrit, mais c'était très long, beaucoup de travail et voilà. Et je lui dis oh là là, j'ai pas fini ma chronique, il me regarde, il me fait mais tu te fais pas aider? Mais non, je me fais pas aider. Pourquoi? Est-ce que tu aurais posé cette question à un homme? Et c'est aussi toutes ces questions qui m'insupportent, on les pose moins maintenant. Est-ce qu'il existe un humour féminin? Pourquoi on ne demande pas à un homme est-ce qu'il existe un humour masculin? Est-ce que vous avez un point de vue de femme sur tel ou tel sujet? Et alors un homme, on lui demande pas s'il a un point de vue d'homme en fait. Pourquoi pendant très longtemps, par exemple, quand je faisais des festivals d'humour, et j'en ai fait un paquet, il y avait qu'une femme de programmée. J'étais entre guillemets la femme de service. Il y avait une femme. La caution féminine. Oui, et après quand il y avait 2 femmes ou 3 femmes, on disait ah bah non, on peut pas te faire passer après un tel ou un tel parce qu'on va pas mettre 2 femmes à la suite. Pourquoi en fait on peut pas mettre 2 femmes à la suite? On peut mettre 2 hommes à la suite, ça pose aucun problème à personne. Vos appels en direct ce matin, Anne Romanoff est notre invitée 8h52 Radio Pays. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Oui, je prends l'émission en cours. Mais je voulais demander à Anne Romanoff, est-ce que c'est la première fois qu'elle vient en Guyane? Non, je suis venue il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Ou 16 ans. 16 ans, ouais, c'est ça. 16 ans. Presque au milieu de la carrière. Ouais, c'est D'accord. Ça. Parce que je me disais, pourquoi seulement maintenant la Guyane? Parce que bien souvent les gens viennent en Guyane, on est toujours les moins bien servis. Les gens viennent souvent en Guyane quand ils n'ont plus de succès ailleurs. Ah bon? Oui, non, c'est vrai, on a remarqué. Non, je crois que c'est parce qu'on n'a plus de succès ailleurs, et puis alors,
Non, On non. pense à la Guyane tout d'un coup. Non, je crois que j'ai du succès D'accord. ailleurs. Merci pour la franchise. Bonne chance. Merci pour la franchise de la question. Ouais, mais c'est souvent le cas, Romanoff. On a l'impression, nous, les territoires et les départements d'outre-mer, d'être les perpétuels oubliés. Très souvent, lorsqu'on pose la question aux organisateurs de spectacles, c'est la question des cachets qui sont exorbitants, compte tenu également du prix des billets d'avion pour venir en Guyane. Vu le périple que vous avez fait pour arriver en Guyane, parce que ça se joue en sautant un peu partout. On a l'impression qu'on est moins bien servi, qu'on n'existe pas. Bon, ça, j'y peux rien, moi. Est-ce que vous connaissez l'humour ultramarin? Est-ce que vous avez connaissance de cette génération d'humoristes ultramarins? Est-ce que vu de France hexagonale, on regarde un peu ce qui se fait en termes d'humour ultramarin? Oui, on regarde, mais je peux pas dire que je connaisse vraiment, quoi. On m'a cité certains noms et tout ça, mais je peux pas dire que je connaisse bien. Vous aimez des humoristes, vous? Est-ce qu'il y a des humoristes dont vous êtes fan dans votre profession? J'aime beaucoup Gad Elmaleh, quand même. Ouais. Parce qu'on peut le critiquer, il est quand même très fort. Et j'aime beaucoup aimer... j'ai pas vu son dernier spectacle en entier. Mais enfin, moi, ce qui me touche chez un humoriste, c'est la sincérité du propos. Ouais. J'ai beaucoup aimé le film que Elie Moon a fait sur son père. C'est pas un film spécialement drôle, mais voilà, moi, ce qui me touche vraiment, c'est la sincérité, en fait. Voilà. C'est vraiment qu'il y a une profondeur... une profondeur humaine. Ouais. Voilà. Maintenant, hein, peut-être qu'avant, c'était pas le cas, mais c'est à vous me demandez, c'est ce à quoi je suis sensible. Jean-Marie Bigard avait dit dans l'un de ses sketchs il y a une quinzaine d'années que les humoristes se partageaient un peu les tranches d'humour, les styles. Lui avait choisi l'humour vulgaire, voilà, l'humour très trivial. Et vous, quand on vous demande de qualifier votre humour, votre style à vous, pour ceux qui ne vous ont jamais entendu, qui ne vous ont jamais vu, vous le qualifierez comment? Je pense humaniste, parce que je pense qu'il y a de l'humanité, je pense qu'il y a une compréhension de la nature humaine, et après... lucide et puis cash aussi. Je pense que je suis quelqu'un d'assez direct. Oui, quand même, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Et sur scène, du coup, c'est assez cash. Encore une fois, ce qui m'importe aussi, en tant qu'artiste, c'est vraiment la sincérité du propos, quoi, de parler de choses qui me touchent, qui me concernent, qui me font réagir. Et du coup, j'espère que ça va intéresser les gens, quoi. Vous êtes déjà trompé dans l'écriture d'un sketch? Oui, parce que parfois on trouve pas l'angle. Je me souviens une fois, j'avais voulu faire un sketch sur ma mère à une époque où les rapports étaient pas au beau fixe. Et j'avais fait le sketch. Déjà, les gens riaient pas tellement. Puis quelqu'un était venu me dire, oh, quelle salope cette femme. Je dis, mais c'est ma mère, en fait. Et donc là, je m'étais aperçu que j'avais pas le recul nécessaire à ce moment-là de ma vie pour faire un sketch là-dessus, quoi. Et comment elle a réagi, votre non, mais elle l'a pas vu parce qu'en fait, je l'ai arrêté. C'est-à-dire, c'était dans la période de test. Mais c'est comme le sketch du développement personnel. Que j'ai pas réussi, où je me souviens une fois, j'avais fait un sketch sur une fête de l'école que je trouvais drôle. Puis ça marchait pas plus. En fait, quand on teste, on s'aperçoit très vite. Quand tout d'un coup le sketch il arrive dans le spectacle, on se dit oh putain, c'est ce sketch. Ça veut dire qu'il faut l'enlever. Donc il y a eu quand même plein de fois des sketchs que j'ai joués 4, 5 fois, 10 fois. Et après quand on trouve pas la porte d'entrée, on l'arrête. En fait, c'est quand même le public qui décide. C'est pas le but de voir arriver le sketch en disant oh non. Et quand je m'amuse plus à faire un sketch, j'enlève. Par exemple, là, dans ce spectacle, j'avais une fable sur le harcèlement, MeToo et tout, qui pour moi était quelque chose de fort et ça me plaisait de le faire. Et je l'ai fait, j'ai joué 2 ans et en fait, je l'ai enlevé il y a 3 mois parce que tout d'un coup, je sais pas, la période avait changé, ou je sais pas, j'avais l'impression d'être finalement dans le courant et d'enfoncer des portes ouvertes. Il y avait plus le côté nouveau. Le côté anticonformiste ? Oui, peut-être. En tout cas, moi, j'avais plus de plaisir à dire ces choses-là. Ça ne veut pas dire que je suis plus devenue féministe, mais de les dire de cette manière-là, ça me faisait plus vibrer. Donc voilà, c'est vraiment ça mon critère. Quand un sketch arrête de m'amuser, je l'enlève. Un dernier appel ce matin pour Anne Romanoff. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Écoutez, c'est vrai que moi j'ai connu Anne Romanoff à l'époque de la classe avec Fabrice et avec Olivier Lejeune, et il y avait tout un tas de et finalement je pense que on aura, je pense que finalement les réseaux sociaux ont un petit peu atténué ces émissions en direct. Je pense, moi je suis trop télé, peut-être qu'elles existent, mais finalement en fait les consommateurs d'humour ou d'émissions humoristiques se sont éparpillés un petit peu sur tous les médias à l'heure actuelle. Et mis à part ça, je pense qu'on a tous besoin d'humour et de dérision dans nos vies pour affronter souvent qui ne va pas zioter un humoriste de son choix pour se détendre ou quoi que ce soit. Donc on en a besoin, et je pense qu'en termes d'humour et d'humoriste, il y a beaucoup d'humoristes. Donc si on
fais un parallèle entre Bigard, Madame Romanoff et Blanche Gardin, par exemple. Ils n'ont pas la même sensibilité, ils traitent pas des mêmes sujets. Donc je pense que finalement, l'humour, on en a besoin. Et chacun va vers vous parler de sensibilité. On n'est pas sensible au même humour, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.